L'adolescence de Lila Parker fut une succession de longs silences et de regards fuyants. Elle traversait les couloirs du lycée comme si elle cherchait à disparaître à l'intérieur de son propre corps, espérant que personne ne la remarque. Son manque de confiance en elle était une blessure ancienne, mais c'est au lycée qu'elle s'est creusée. Son visage était constellé d'une acné enflammée et elle portait des vêtements trop grands pour cacher un corps qui peinait à s'adapter aux changements de la puberté. À cette époque, chaque tentative pour se démarquer ne lui apportait que plus de douleur. Le miroir de la maison lui renvoyait le reflet d'une personne qu'elle ne parvenait pas à aimer, et le regard des autres ne faisait que confirmer ce qu'elle croyait déjà d'elle-même. En guise d'amis, elle collectionnait les surnoms cruels. En guise de souvenirs heureux, elle accumulait les humiliations. Un groupe de filles, en particulier, s'était donné pour mission de lui rappeler chaque jour à quel point elle était différente. Un jour, lors d'un exposé en classe, Lila fut appelée sur l'estrade improvisée. Alors qu'elle tentait de lire un passage d'une pièce de théâtre, une de ses camarades simula un fou rire, encourageant les autres à se joindre à elle. La classe entière se transforma en un public cruel. Lila se mit à bégayer, sa voix étranglée dans sa gorge, et tout ce qu'elle désirait, c'était de disparaître. Le professeur resta figé, peut-être par gêne ou par indifférence, mais n'intervint pas. Ce fut Julian Moore, un nouvel élève fraîchement transféré, qui prit finalement la parole. Il déclara devant tout le monde que la scène était pathétique et lâche, et que Lila était la seule à avoir eu le courage de monter sur cette estrade. Le silence se fit instantanément. Pour la première fois, quelqu'un avait brisé le cycle. Après ce jour, Julien commença à l'aborder naturellement. Il s'asseyait à côté d'elle pendant les pauses, l'interrogeait sur les petits dessins qu'elle griffonnait dans les marges de ses cahiers et complimentait son sens de l'humour, une facette de sa personnalité que personne n'avait jamais remarquée. Il riait de ses blagues, était attentif lorsqu'elle parlait et ne la faisait jamais sentir prise en pitié. C'est ce qui toucha le plus Lila. Il ne la voyait pas comme une fille brisée, il la voyait comme quelqu'un d'intéressant, et grâce à cela, elle commença à se voir de la même manière. Lila n'avait jamais été à l'aise avec le contact physique, mais avec Julien, c'était différent. Quand il lui tenait la main ou appuyait son épaule contre la sienne, il n'y avait aucune tension. Pour la première fois, elle sentait qu'elle avait l'espace d'être simplement elle-même. Un jour, il apporta une boîte remplie de gâteaux que sa grand-mère avait préparés, disant qu'il voulait les partager avec quelqu'un qui méritait quelque chose de bon. Ces mots semblaient simples, mais pour Lila, ils eurent de l'effet d'un coup de foudre. Pendant des années, elle avait cru ne rien mériter. Cette boîte de gâteaux laissa entrer une parcelle de lumière. Le temps passa, et leur amitié se transforma en amour. Le jour de la remise des diplômes, Julien lui tint fièrement la main devant tout le monde. Les mêmes personnes qui s'étaient moquées d'elle des années auparavant les regardaient maintenant avec surprise, peut-être même avec regret. Lila portait une robe bleue qu'elle avait dessinée elle-même. Elle était loin des standards des magazines, mais elle se sentait belle. Pas grâce à la robe, mais parce qu'elle connaissait enfin sa propre valeur. Julian le lui avait montré, mais plus important encore, Lila avait commencé à y croire. À l'université, ils choisirent des filières différentes, mais leur lien se renforça. Il étudia le commerce et rêvait d'ouvrir une agence immobilière. Elle choisit le design graphique et tomba amoureuse de l'illustration numérique. Leurs soirées
était rempli de discussions sur l'avenir, de projets de voyage, de rêves insensés et de promesses de ne jamais laisser le monde les changer. Leur mariage fut simple, célébré dans le jardin des parents de Julien. Des amis proches, quelques parents, un petit gâteau. Mais l'essentiel était là, un amour véritable, construit sur le respect mutuel et la reconstruction de l'un par l'autre. Après leur lune de miel, ils louèrent un petit appartement à Charleston. Tous deux travaillaient à plein temps, mais ils s'assuraient de dîner ensemble chaque soir. Ils riaient des petites tracas du quotidien, des casseroles brûlées, des factures oubliées. Chaque petit détail était célébré comme une pierre à l'édifice de quelque chose de plus grand. Lila se sentait en sécurité, aimée, désirée. Pour la première fois de sa vie, elle crut avoir surmonté toute la douleur que son enfance et son adolescence lui avaient infligée. C'est dans cette atmosphère de stabilité et de plénitude qu'ils décidèrent d'avoir un enfant. Caleb naquit par un matin tranquille, avec les yeux de son père et le nez de sa mère. Lila pleura en le tenant pour la première fois, non seulement à cause de l'émotion de l'accouchement, mais parce qu'elle sentait qu'elle offrait au monde quelqu'un qui ne porterait pas les cicatrices qu'elle avait portées. Julian tenait son fils avec douceur, et Lila les regardait tous les deux avec la certitude d'avoir reconstruit tout ce qui lui avait été autrefois enlevé. Pour la première fois, elle crut que le bonheur n'était pas réservé aux autres. Durant ses premiers mois en tant que mère, Lila se donna entièrement. Elle s'occupait de Caleb avec un mélange d'amour et de peur, voulant le protéger de tout. Julian, malgré un travail exigeant, faisait tout son possible pour être présent. Leur foyer était simple, mais chargé de sens. Ses dessins étaient accrochés au mur, et des photos de famille étaient disposées dans des cadres improvisés. Lila était reconnaissante pour tout ce qu'elle avait vécu, mais le temps, toujours implacable, continuait d'avancer, et avec lui, quelques fissures commencèrent à apparaître. D'abord infimes, presque invisibles, des mots ravalés, de longs silences, des doutes qu'elle ne voulait pas affronter. Cet amour qui l'avait reconstruite commençait lentement à être mis à l'épreuve de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et à ce moment de son histoire, Lila ne savait pas encore qu'un nouveau chapitre était sur le point de s'ouvrir, un chapitre qui l'obligerait à affronter tout ce qu'elle pensait avoir déjà surmonté. Lila commença à s'éloigner d'elle-même progressivement, si subtilement qu'elle ne s'en rendit même pas compte. Lorsque Caleb eut 6 mois, elle ne se reconnaissait plus sur les photos que Julien prenait avec son téléphone. Les traits qu'elle avait autrefois considérés comme siens disparaissaient sous les changements physiques de la maternité. Bien sûr, son corps avait changé, mais c'était plus profond que cela. C'était comme si son identité se dissolvait dans la routine des biberons, des nuits blanches et de l'exigence silencieuse d'être toujours disponible. Elle essayait de sourire pour les selfies, mais à l'intérieur, elle ressentait un malaise grandissant, comme si une partie d'elle était laissée pour compte, criant pour être entendue. Julian restait bienveillant. Il était affectueux avec Caleb, faisait des blagues pour alléger la fatigue et continuait de complimenter sa femme pour renforcer leur lien. Mais ces mots, aussi sincères fussent-ils, n'avaient plus le même effet. Lila répondait par un sourire forcé et détournait le regard. Elle se mit à éviter les miroirs. Elle se maquillait même pour aller au supermarché, comme si cela pouvait la protéger du jugement des autres. Mais le jugement le plus dur venait de l'intérieur. Sans le vouloir, elle comparait son apparence actuelle à des photos d'avant sa grossesse, à des influenceuses sur les réseaux sociaux,
à des actrices qui semblaient accoucher et retrouver leur silhouette en un mois. Elle se créa un standard impossible dans son esprit et commença à se punir de ne pas l'atteindre. Les comparaisons se transformèrent en autocritique. Quand quelqu'un faisait des commentaires comme « Tu as un si joli visage, il te suffirait de perdre un peu de poids », elle faisait semblant de rire, mais l'impact était immédiat. Elle commença à éviter les rencontres avec ses anciens amis. Elle déclinait les invitations à des déjeuners de famille, prétextant que Caleb était malade ou qu'elle avait un travail urgent à terminer. La vérité, c'est qu'elle avait honte de sa propre image. Ses vêtements préférés ne lui allaient plus. Ses jeans étaient trop serrés. Son soutien-gorge laissait des marques. Et les photos qui remplissaient autrefois la maison commencèrent à disparaître des étagères, une par une. C'est à cette période que Lila décida d'utiliser l'argent de son héritage. Sa mère était décédée 3 ans avant la naissance de Caleb, et son père 6 mois avant, alors qu'elle était encore enceinte. Avec cet argent, elle aurait pu investir dans la famille, épargner pour les études de son fils ou acheter une maison plus grande. Mais cela ne lui semblait pas suffisant. Au fond, Lila sentait qu'elle devait reprendre le contrôle de sa propre image. Elle commença par de petites interventions, blanchiment des dents, peeling du visage, drainage lymphatique. Puis vinrent les plus importantes. Elle consulta des chirurgiens de renom et, en moins d'1 an, subit une série d'opérations. Rhinoplastie, liposuction, implants mammaires, injections. Elle ressentait une douleur physique, mais elle se persuada que c'était le juste prix à payer pour redevenir celle qu'elle avait été. Julian la questionna à quelques reprises. Il lui demanda si c'était vraiment nécessaire, si elle allait bien. Mais Lila se mettait en colère. Elle disait qu'elle le faisait pour elle, qu'elle voulait se sentir bien, qu'il ne pouvait pas comprendre ce que c'était que de porter les marques d'une grossesse en tant que femme dans un monde qui exige la perfection. Julian reculait. Il n'aimait pas les conflits. Il préférait attendre qu'elle soit prête à parler. Mais cette attente se transforma en distance, et le temps qu'ils s'en rendent compte, un fossé s'était déjà creusé entre eux. Les changements n'étaient pas seulement physiques. Sa nouvelle apparence lui ouvrit les portes de cercles sociaux différents. Lila commença à fréquenter des cafés où des femmes élégantes échangeaient des secrets sur leur chirurgie, leur salle de sport, leurs investissements et leur mariage sans amour. Certaines de ces femmes avaient des enfants, des maris, des emplois, mais leur façon de parler de la vie conjugale était toujours empreinte de sarcasme. L'une d'elles, nommée Brooke, était la plus désinhibée. Elle disait que rester fidèle après 30 ans, c'était comme utiliser un téléphone fixe, un choix désuet et inutile. Lila riait de ces phrases comme s'il s'agissait de simples blagues, mais quelque chose en elle les absorbait. Le sentiment de puissance qu'elle ressentait en regardant son nouveau reflet dans le miroir se mêlait à une dangereuse agitation. Elle commença à se demander si la vie qu'elle menait avait encore un sens. Elle se sentait jeune, belle, retrouvée. Et quand elle rentrait à la maison pour voir Julian en t-shirt taché de sauce et Caleb jouant sur le tapis, cela ressemblait à une scène de la vie de quelqu'un d'autre, pas à son idéal. Au lieu de renouer avec sa famille, elle se mit à éviter les moments les plus simples. Elle préférait passer ses après-midi avec ses nouvelles amies ou enfermée dans sa chambre à retoucher des photos à publier. Caleb l'appelait, et elle répondait de loin. Julian tentait d'engager la conversation, et elle prétextait la fatigue. Un jour, Caleb tomba de vélo et rentra avec un genou en sang. Julian s'occupa de lui,
nettoya la plaie, mit un pansement, tenta de le calmer. Lila n'apparut qu'après, demanda si tout allait bien et retourna à son téléphone. Ce soir-là, Caleb dessina une maman souriante qui lui tournait le dos et tendit le papier à Julien. Il dit que c'était sa maman qui partait, parce qu'elle allait toujours quelque part. Julien garda le dessin sans dire un mot. Les jours commencèrent à s'écouler comme les scènes d'un scénario confus. Lila se réveillait avec une liste d'interventions esthétiques à rechercher, de cliniques à visiter, de nouveaux vêtements à essayer. Chaque pas vers sa nouvelle image était un pas de plus loin de la famille qu'elle avait construite. Les rires spontanés disparurent. Les repas de famille se transformèrent en silence pesant. Juliane essayait encore, mais il était trop tard pour réaliser qu'elle ne voulait pas être sauvée. Lila était fascinée par ce qu'elle considérait comme une renaissance, même si cela signifiait laisser derrière elle la femme qui s'était tant battue pour être aimée. Elle se disait que ce n'était qu'une phase, qu'elle aimait toujours Juliane, que Caleb comprendrait un jour. Mais la vérité, c'est qu'elle commençait déjà à envisager de vivre une vie où la maternité serait secondaire, le mariage un vieux chapitre, et le miroir reflèterait enfin quelqu'un de fort, de libre et de désiré. Et ainsi, Lila avança, croyant que tout cela était la liberté, sans savoir qu'elle entrait dans une prison encore plus profonde, une prison qui ne laisserait pas de cicatrices visibles, mais qui détruirait tout ce qu'elle avait un jour juré de protéger. Lila rencontra Darius lors d'un événement caritatif organisé par l'une de ses nouvelles amies. Elle ne s'y était rendue que parce que Brooke avait insisté sur le fait que ce serait bien de briser la routine, et parce qu'un maquilleur avait complimenté sa nouvelle mâchoire quelques heures plus tôt. Elle avait besoin de tester la réaction du public. La soirée réunissait des entrepreneurs, des artistes, des mondains, des gens qu'elle n'aurait jamais rencontrés dans son ancienne vie avec Julien. Elle était désormais dans un monde complètement différent, entourée de gens qui souriaient sans le penser, trinquaient sans se connaître et distribuaient des cartes de visite comme des confettis. Darius Blake apparut presque comme mise en scène. Grand, avec un accent indéfinissable, une allure étrangère et un charme poli jusqu'au ton de sa voix. Il l'aborda naturellement, comme s'il la connaissait déjà, complimenta sa posture et lui posa une simple question sur l'œuvre d'art qu'elle regardait. La conversation coula de source. Il se présenta comme un importateur turc de tissus faits main, spécialisé dans la mise en relation de créateurs de mode européens avec le luxe américain. Son discours était séduisant, rempli de grands mots et de promesses d'un monde cosmopolite. Il parlait de voyages en Grèce, de dîners à Milan, d'affaires à Istanbul. Lila écoutait comme si elle était dans un film. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un la regardait comme si elle était le personnage principal, et elle était prête pour le rôle. Dans les semaines qui suivirent, ils commencèrent à se voir plus souvent. Darius ne la pressait pas, n'exigeait rien. Il se manifestait simplement par des messages mystérieux, des invitations spontanées, des déclarations poétiques. Il disait qu'elle était de la femme la plus fascinante qu'il ait jamais rencontrée. Il la traitait avec douceur, comme s'il redécouvrait l'amour. Lila se laissa emporter. Elle se disait que ce n'était qu'une amitié d'un genre nouveau, qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle ne trahissait personne. Après tout, Julien la touchait à peine ces derniers temps. Mais au fond, elle savait qu'elle franchissait une ligne dont elle ne pourrait pas revenir. Darius commença à parler d'évasion,
d'un nouveau départ, d'une vie loin des jugements, des engagements et de la routine qui l'étouffait. Il dit qu'il avait des affaires à conclure, mais qu'il prévoyait de s'installer en Europe et voulait l'emmener avec lui. Lila hésita. Elle pensa à Caleb, elle pensa à Julienne. Mais Darius savait exactement quoi dire. Il touchait tous les points sensibles, exploitait les vieilles blessures et offrait des solutions enrobées de promesses de passion et de liberté. Il disait comprendre ce que c'était que de vivre en essayant de plaire aux autres, qu'elle méritait une vie de plaisir, de choix et d'intensité. Lentement, elle commença à imaginer le nouveau monde qu'elle pourrait avoir avec lui. Pour rendre le plan possible, Darius expliqua qu'il avait besoin d'une aide financière pour se retirer d'une ancienne affaire qui le retenait. Il assura que l'argent lui serait rendu dès qu'il aurait vendu une propriété au Portugal. Lila hésita d'abord, mais finit par effectuer des virements sur un compte à l'étranger. Elle appela cela un prêt. Elle vendit une voiture, retira une partie d'un fonds laissé par son père, mentit pour justifier les transactions. Elle était obsédée par l'idée de disparaître. Elle commença à planifier ses adieux, comme dans un film. Elle pensait que Caleb comprendrait plus tard, que Julian trouverait quelqu'un de mieux. Elle passa des heures à écrire des lettres d'adieu qu'elle déchira ensuite, répétant le moment où elle laisserait tout derrière elle. Pendant ce temps, Julien observait. En silence, il commença à relier les points, les horaires étranges, les voyages qu'elle prétendait être des rendez-vous, la froideur qui s'était installée entre eux. Il avait remarqué que leur mariage changeait, mais n'aurait jamais imaginé que sa femme était sur le point de s'évanouir avec un autre homme. Après avoir trouvé des reçus de virement cachés dans un dossier de l'ordinateur, il engagea un détective privé. En quelques jours, il reçut les premières photos. Lila enlaçant Darius dans un restaurant discret, souriant comme elle n'avait pas souri avec lui depuis longtemps. La semaine suivante, les découvertes s'aggravèrent. Darius avait une fausse identité, utilisait différents noms dans les registres publics et avait un casier judiciaire. Il n'était pas du tout importateur. C'était un escroc avec un historique d'arnaque sentimentale ciblant des femmes riches. Un mandat d'arrêt était lancé contre lui dans 3 États. Julien organisa tout. Il rassembla les preuves, imprima les documents, enregistra les vidéos. La confrontation fut minutieusement préparée. Elle eut lieu le jour où Lila avait prévu de disparaître. Darius avait convenu de la retrouver dans un hôtel du centre-ville, où elle devait arriver avec ses bagages. Julian arriva le premier. Il gara la voiture et attendit. Lila entra nerveusement dans la suite, tenant une petite valise et une enveloppe. Avant qu'elle ne puisse appeler Darius, Julian apparut. Elle se figea. Son visage changea de couleur. Elle tenta de nier, mais il lui montra les papiers. Il posa des questions directes, lui montra les photos. Elle était en état de choc. Darius arriva 10 minutes plus tard. Julian se présenta et lui montra son casier judiciaire. Darius tenta de s'enfuir. 2 officiers, prévenus plus tôt par Julian, se trouvaient déjà à l'entrée de l'immeuble. L'arrestation fut rapide. Lila resta silencieuse. Elle pleurait sans un bruit. Elle faisait face à l'effondrement total du rêve qu'elle s'était construit. Caleb était chez sa grand-mère ce jour-là. Julian avait tout prévu pour que son fils ne voie pas sa mère ainsi exposée. Lorsque la police emmena Darius, Julian tendit une clé USB à Lila. Il dit simplement qu'elle contenait les messages vocaux qu'elle avait envoyés à son amant, les relevés bancaires et une copie de la vidéo de l'hôtel. Il avait tout enregistré. Lila tomba à genoux. Elle tenta de s'approcher de Julian.
il recula. Il lui dit qu'elle pouvait partir d'elle-même ou attendre d'être poursuivie pour détournement de fonds de leur compte joint. Elle le supplia de l'écouter, dit que rien de tout cela n'avait été fait par méchanceté. Julien répondit seulement qu'à partir de ce jour, il ferait tout pour protéger Caleb du souvenir de tout cela. Puis, il partit. Seul dans cette suite d'hôtels, entouré de valises qui semblaient désormais vides de sens, Lila se regarda dans le miroir et ne reconnut pas son propre reflet. Pour la première fois, elle comprit que sa quête de liberté avait en réalité été une fuite de tout ce qui était réel. Elle réalisa que le prix à payer pour se réinventer à tout prix était trop élevé. Et pire encore, elle n'avait pas seulement perdu son mari, elle avait perdu le respect de son fils, son droit à sa propre histoire et elle-même. Le scandale impliquant Lila se propagea plus vite qu'elle ne l'imaginait. Certains amis coupèrent les ponts immédiatement, comme si son nom était devenu un passif social. D'autres restèrent proches par curiosité ou pour confirmer les rumeurs. Brooke, autrefois son amie la plus proche, ne répondit même pas à ses messages. L'arrestation de Darius fit la une des journaux locaux, et même si le nom de Lila n'était pas mentionné, les images de la police l'emmenant menottée en disaient plus que 1000 mots. Lila perdit son emploi de freelance dans une agence de publicité dès que le scandale atteignit les associés. Certains clients commencèrent à annuler des projets, et elle réalisa qu'elle était seule. Julian ne porta pas l'affaire en justice. Il dit que ce qu'elle avait fait était une punition suffisante. Il demanda le divorce, obtint la garde exclusive de Caleb et déménagea avec son fils dans une nouvelle maison. En peu de temps, Lila se retrouva à vivre avec le strict minimum. Elle vendit ce qui lui restait de valeur et se jeta dans des séances de thérapie qui commencèrent presque par obligation, mais devinrent rapidement la seule chose qui la maintenait à flot. Quand elle se regardait dans le miroir, les traits de la femme qu'elle avait autrefois voulu faire disparaître étaient revenus, mais maintenant avec des marques plus profondes, celles du regret. Elle déménagea dans une petite ville où personne ne la connaissait. Elle signait ses œuvres L. Parker et évitait de se mettre en avant. Elle fut engagée pour enseigner l'illustration dans une petite école communautaire et loua un modeste studio avec le peu qui lui restait. La nuit, elle écrivait des lettres à Caleb, une chaque mois. Elle écrivait sur ses journées, ses erreurs, ses souvenirs de lui, tout petit, les dessins qu'il faisait, et qu'elle gardait comme des trésors. Les lettres partaient, mais ne revenaient jamais. Aucune réponse, aucun signe qu'elles aient même été lues. C'est dans cette même ville qu'elle rencontra Martha, une femme âgée qui vivait à l'étage et souffrait de fréquentes pertes de mémoire. Lila commença par l'aider pour les courses, puis pour ranger la maison, et bientôt, elle se chargea de prendre soin d'elle. Martha confondait Lila avec sa propre fille, partie vivre dans un autre État et qui n'appelait que rarement. Elle l'appelait « ma fille » et disait qu'elle avait de bonnes mains, un cœur pur, une âme en peine. Malgré cette confusion constante, leur relation devint une source de guérison. Pour la première fois depuis que sa vie s'était effondrée, Lila se sentit utile, acceptée sans jugement. Elle comprenait bien que Martha projetait sur elle l'image de quelqu'un d'autre, mais cela importait moins que la vérité qu'elle y trouvait. La certitude qu'une part d'elle était encore capable d'aimer et d'être aimée. Un jour, en nettoyant un vieux placard, Martha tendit à Lila une boîte en bois remplie de lettres jamais envoyées à sa fille lointaine. Lila se mit à les lire, une par une, à voix haute. Et en les lisant, elle avait l'impression de se les lire à elle-même.
Chaque mot sur le pardon, l'abandon, le manque et l'espoir semblait résonner dans sa propre âme. Avec le temps, Lila se mit elle aussi à écrire des lettres, non plus à Caleb, mais à la femme qu'elle avait été, celle qu'elle avait perdue et celle qu'elle aspirait à devenir. L'écriture devint un acte de reconstruction. C'était comme redessiner une carte, de l'intérieur vers l'extérieur. 5 ans passèrent. Martha s'éteignit paisiblement dans les bras de Lila après avoir confondu une dernière fois son prénom avec celui de sa fille et lui avoir demandé de ne jamais cesser de sourire. Lila fut la seule présente à l'enterrement, et après cela, elle sut qu'il était temps de rentrer. Non avec l'espoir de ranimer un mariage, ni avec l'illusion d'effacer le passé, mais avec le besoin de regarder Julian et Caleb dans les yeux et de reconnaître tout ce qu'elle avait détruit. Elle se rendit à Charleston sans prévenir. Elle alla jusqu'à la nouvelle maison où Julien vivait avec son fils. Elle attendit devant la porte. Son cœur battait à tout rompre, mais son esprit était calme. Elle savait que c'était sa dernière chance de faire quelque chose de juste. Julien ouvrit. Son visage avait vieilli, son regard était stable, son expression neutre. Caleb, qui avait maintenant 12 ans, apparut derrière son père et la reconnut instantanément. Il s'arrêta, immobile. Lila s'effondra en larmes devant eux. Elle leur demanda pardon, dit qu'elle ne désirait rien de plus que de reconstruire une forme de lien. Elle leur parla des années passées à essayer de se retrouver, de sa vie avec Martha, des lettres, de ses erreurs. Elle dit qu'elle comprendrait s'il était trop tard, mais qu'elle se devait d'essayer. Elle demanda seulement à être entendue, ne serait-ce que quelques minutes. Julian la laissa parler. Il écouta tout sans l'interrompre. À la fin, il prit une profonde inspiration et répondit d'un ton calme mais ferme. Il dit qu'il respectait sa démarche, qu'il voyait l'honnêteté dans ses yeux, mais que quelque chose en lui s'était brisé, et que le plus grand amour qu'il pouvait offrir à Caleb désormais était de le tenir à l'écart de ce qu'il avait autrefois blessé. Il ajouta que Caleb aurait le droit de décider dans le futur, mais qu'en tant que père, il préférait le protéger. Il lui tendit une boîte en carton, fermée par du ruban adhésif au coin. À l'intérieur se trouvaient toutes les lettres qu'elle avait envoyées, rangées par ordre d'arrivée. Certaines portaient de petits gribouillages de Caleb, d'autres étaient intactes. À côté, une enveloppe contenait le dessin le plus récent de son fils. Lila repartit en serrant la boîte contre elle. Elle monta dans sa voiture et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Elle ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. Le dessin montrait une porte fermée et de l'autre côté, une femme assise par terre, la tête baissée. Au-dessus de l'image, une phrase était écrite en lettres maladroites mais fermes. « Maman, tu es partie avant. Maintenant, il est trop tard pour revenir. » Ces mots transpercèrent tout. Il n'y avait plus rien à dire, à demander, à espérer. C'était fini. Elle serra le dessin contre sa poitrine et prit une longue inspiration. Elle ne ressentait plus de colère ni de désespoir. Ce qui restait, c'était l'acceptation. Elle savait que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Elle savait que lorsque le pardon est refusé, c'est aussi une réponse. Et pourtant, elle allait de l'avant, car à cet instant, Lila comprit enfin que la rédemption ne vient pas toujours des autres. Parfois, elle naît du courage d'affronter sa propre chute sans fuir. Et même si c'était douloureux, c'était déjà le commencement de quelque chose de nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne
et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!